journaliste, parolier, auteur de théâtre et bien sûr scénariste de cinéma, mais je suis certain que j'ai oublié quelque chose dans son parcours. Sur le scénario, il a travaillé depuis les années 60 avec à peu près tous les plus grands réalisateurs qu'on puisse connaître, en passant par Lelouch, Yves Robert, Pinotto, je dois en oublier plein. Rien que dans Wikipédia, l'article concernant fait 9 pages d'habitude, ça fait entre 2 et 3 pages. Lui, c'est donc 9 pages, donc je ne vais pas réussir. Mais ce qui est important, c'est que c'est, me semble-t-il, un homme principalement d'écriture et qui défend quelque chose, en tout cas, qui nous est pour beaucoup d'entre nous assez cher, c'est que même s'il y a des spécialités dans l'écriture, qu'on n'écrit certes pas un scénario comme on écrit des paroles de chansons, néanmoins, l'écriture, c'est une même chose, c'est une même vision, et il en est l'exemple vivant, puisqu'il est allé un petit peu visiter toutes les écritures. Alors, je vais poser la première question qui va être assez générique, parce que le principal, c'est quand même qu'il parle à la vie. Sur le cinéma, comment vous êtes arrivé au cinéma? Est-ce qu'on peut avoir un peu ce truchement petit à petit dans votre vie? Oui, je ne sais pas, c'est pas très clair, parce que je suis arrivé par plusieurs chemins. J'étais d'abord j'ai fait des études de français latin grec, j'étais après le bac en Bocagne et Cagne, lettres, et j'ai écrit 2 livres qui ont été publiés aux éditions du Seuil quand j'avais 19 ans. Ce qui m'a valu ma première télévision, une émission qui s'appelait Lecture pour tous à l'époque. Et seulement, on ne gagne pas facilement sa vie en écrivant des livres, et notamment à cette époque-là. Et il fallait bien que j'eusse un métier. Alors, Pierre Lazareff, c'est une grande figure du journalisme, qui avait repéré que j'écrivais des articles dans un journal qui s'appelait Arts et Spectacles. Il lisait tout. Il avait lu mes livres, il lisait tous les articles, je ne sais pas comment il disait. En tout cas, il m'a fait venir dans son groupe de presse. Un groupe de presse, François, Paris Presse, Elle, Candide, j'en oublie, plein de journaux. C'était un grand patron de presse, et c'est d'ailleurs le seul métier qu'on ne m'ait jamais enseigné. Parce que, vous le verrez, ceux qui veulent épouser ou fréquenter une de ces belles disciplines de l'écriture, que ce soit le théâtre, le cinéma, la chanson, les sketchs, on n'apprend pas, on navigue à l'estime, on apprend sur le terrain. On apprend, oui, on va vous dire, faites une école de cinéma, moi je suis très contre ça. Parce que je trouve qu'on ne peut pas prendre de l'argent des gens pour leur apprendre des choses évidentes, parce qu'on n'entend pas, on n'enseigne pas l'imagination. Alors vous aurez appris l'université d'écrire Université de Valenciennes, amphi, J. Well, intérieur jour. Le reste, c'est votre imagination de dire Jean et Claudine arrivèrent en retard et ils prirent place au dernier rang. Il était amoureux d'elle, et on s'assoit à son regard et on écrit dialogue. Et ça s'apprend donc sur le terrain. Les chansons, c'est pareil. Hein, c'est pas difficile d'apprendre qu'il faut être un peu, comme dit Julien Clerc en parlant de moi, il dit Jean-Loup, il n'est pas musicien, mais il est musical. Il faut avoir l'oreille un peu musicale pour suivre une musique, si on vous confie une musique. Mais autrement, il faut savoir, comme en poésie, écrire des couplets, des refrains, des strophes. Il faut savoir ce que c'est des rimes, c'est pas très compliqué, on sait depuis l'enfance. Et puis il faut avoir d'imagination, il faut avoir en soi du romanesque et du romantique tout à la fois. Pour les sketchs, de la drôlerie, voilà, il n'y a pas de technique pour les sketchs, simplement on se dit, on est des artificiers, on essaie de mettre sa mèche au début d'une phrase, de sorte que le public éclate de rire, si possible, au bout de la phrase. Avec le métier de journaliste, c'est un vrai métier, parce qu'on vous apprend à faire une enquête, à faire une interview, à choisir des photos, à écrire des légendes, à faire des titres, des sous-titres, et surtout vos articles. Ça m'a beaucoup servi dans ma vie d'auteur, ça me sert encore. C'est la fameuse règle que tous mes anciens, mes aînés, étaient souvent de jeunes aînés,
dans les journaux de Pierre Lazareff, m'enseignaient et ils exigeaient de moi que je l'applicasse. C'était le fameux « où, quand, comment ». Et le rédacteur en chef me disait, quand je partais sur des choses littéraires, croyais-je, il me disait « attends, non, ça se passe où, quand et de quoi se passe-t-il ?» Si au bout de 5 lignes, les gens ne le savent pas, ils passent à autre chose, à une autre page du journal, ou pire, à un autre journal. Et ça m'a servi. Donc, je vous donne un exemple. Ma première chanson, c'était une chanson pour Serge Reggiani, qui s'appelait Le Petit Garçon. Et le début, les paroles, je n'ai pas fait exprès, mais c'était ma culture journalistique. Comme je ne savais pas écrire de chansons, et qu'il était très pressé, le début de la chanson, c'est « Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, je donne même la météo, comme tu lui ressembles, on est là tous les deux seuls. » Voilà. Il y a des personnages qui sont là, la situation, un homme quitté par sa femme, et qui reste seul avec un enfant dont il ne sait pas se servir, et dans une maison, le lieu, et avec la pluie qui tombe. Et voilà, mais j'ai écrit comme ça parce que je venais du journalisme. Je réponds à la question de Laurent comme je peux, comme ça. Et sur ces entrefaites, écrivant, j'ai écrit une pièce. Pour gagner ma vie, j'ai quitté le journalisme parce que c'est un travail à plein temps. On ne peut pas le faire comme ça. Et puis écrire des livres, des chansons, des pièces, c'est impossible. Il faut choisir. J'ai choisi d'essayer de tenter de vivre de ma plume. Et au début, j'ai écrit des sketchs pour Europe 1, pour Henri Salvador. J'écrivais les sketchs d'une émission que j'avais appelée Salvadorissimo, qui était tous les dimanches matins, sur Europe 1. Et ça avait un succès parce qu'il était très drôle, il était très intelligent, très musicien et musical, lui à la fois, et que c'était un interprète tordant. Et là-dessus, comme beaucoup d'étudiants de l'époque, mon sursis a été cassé, parce qu'on avait besoin de bons garçons comme moi pour aller en Algérie. Je ne suis pas allé faire la guerre d'Algérie parce qu'il y a eu le cessez-le-feu pendant que je faisais mes classes dans une lointaine caserne dans le sud-ouest de la France. Et pendant que je faisais mes classes, on n'avait pas le droit de sortir, on avait le mercredi soir le droit d'aller au foyer du soldat pour boire une boisson très ingrate à base de chocolat qui s'appelait le Bon Colac, je me rappelle. Et il y avait un petit poste de télévision sur l'étagère, une seule chaîne en noir et blanc, et sur cette image, un mercredi soir, je vois arriver un petit bonhomme qui ressemblait à Robert Hirsch, qui d'ailleurs cultivait cette ressemblance, qui venait dire des sketchs qu'il avait écrits lui-même. Il arrivait comme Robert, en faisant des clignements d'yeux, comme ça, puis il disait ses sketchs. Comme je le trouvais très drôle, je me dis, pourquoi pas, je vais essayer. Alors ma mère m'avait mis dans ma petite valise une lampe pour lire ou écrire sous les draps le soir à 10h dans la chambrée après le couvre-feu. Et voilà. Et j'ai écrit mes 2 premiers sketchs de spectacle en dehors de ceux de la radio, qui étaient pour Guy Bedos, qui était Bonne Fête Paulette et le boxeur, M. Ramirez. Et Guy dit qu'il a toujours l'enveloppe marron du vaguemestre de l'armée, parce que je lui ai posté manuscrit, adresse télévision française, M. Guy Bedos, télévision française, et j'ai envoyé mes 2 sketchs manuscrits. Je n'avais même pas de photocopie pour en garder une trace. Et puis j'ai eu le bonheur, peut-être 3 semaines, pas plus après, toujours au foyer du soldat, toujours en regardant cette petite télévision sur l'étagère, de voir entrer Guy avec des glaïeuls en plastique, comme ça. Bonne fête, Paulette, je vais lui dire à ma femme, elle a horreur des fleurs, et moi j'aime pas Paulette, alors je ne vois pas pourquoi je lui offrirais des chocolats. Bon, etc., etc. Et ainsi, ma carrière d'auteur de spectacle a commencé, parce que d'autres m'ont demandé des sketchs, on m'a demandé, une fois que j'étais même, pendant que j'effectuais la fin de mon service militaire, on m'a demandé déjà d'écrire pour des émissions,
Et puis, enfin, des émissions, des textes pour des émissions, pour des grands acteurs, Bernard Brul, Poulain, Virlogeux, Poiré-Serrault, que j'ai connu à ce moment-là. J'ai écrit une pièce qui a été créée au Théâtre de Paris par le grand Pierre Brasseur, le père de Claude Brasseur. Il m'avait pris comme son petit-fils, vraiment. Il a arrêté de jouer une pièce de Pinter pour créer la mienne, avec Françoise Roset, grande figure aussi du cinéma et du théâtre français. Et c'est là que Serge Reggiani, à qui un rôle avait été proposé dans cette pièce, et qui ne voulait pas ou ne pouvait pas la jouer, il était tellement courtois et généreux, il avait dit qu'il n'avait pas le temps, qu'il y avait un autre projet, etc. Un jour, il me téléphone en me disant, voilà, je veux que vous m'écriviez des chansons. On revient à l'histoire du petit garçon. Comme le petit garçon a marqué le début de la carrière en chanson de Serge et la mienne, puisque c'était, j'avais écrit 2 ou 3 chansons comme ça pour des inconnus aussi illustres que moi. Et d'autres ont commencé à me demander des chansons. Et bizarrement, ça doit vous donner beaucoup de courage, il n'y a aucune logique dans notre métier, aucune raison. Le premier qui m'a demandé de lui écrire des chansons après que j'en avais écrit plusieurs, pour Serge, l'Italien, Hôtel des Voyageurs, Et puis, etc. Ça a été Michel Polnareff qui m'a téléphoné un jour en disant que vous m'écriviez des chansons. Alors, je me rappelle toujours lui avoir dit, mais ça me fait, vous m'honorez beaucoup, mais j'écris les premières chansons que j'ai écrites pour Serge Reggiani. Mais oui, j'ai écouté, justement, je voudrais que vous m'écriviez des chansons. Mais je lui dis, c'est pour tout votre style. On est loin d'un poupée qui fait non et tout ça. Et il dit, alors lui aussi me dit, c'est pour ça, je veux changer, voilà. Et j'ai commencé à écrire pour lui une chanson qui s'appelait Tous les bateaux, tous les oiseaux, une autre qui s'appelait La maison vide. Et ça a été le départ d'un long compagnonnage qui a duré, qui dure jusqu'à maintenant, plus de 30 chansons. Et puis c'est comme ça que j'ai connu, que nous sommes connus avec d'autres interprètes, mon cher Julien Clerc, et Yves Montand et tant d'autres. Et Claude Sautet, qui aimait beaucoup Serge Reggiani, et qui connaissait l'auteur du Paul Guimard. Vous voyez, c'est complexe, puis je vais arrêter parce que je passerai par mon jumeau pour répondre à votre question, généralement, comment vous êtes arrivé au cinéma. Claude Sautet avait parlé de moi, ou Reggiani avait parlé de moi, Claude Sautet cherchait un auteur, et au même moment, Paul Guimard, qui était un romancier assez connu, qui avait eu l'interallié avec un de ses livres qui s'appelait Les choses de la vie, Paul Guimard m'avait dit, j'avais rencontré parce qu'il joue aux cartes, il était un enragé du Gin Rami, et on était une bande de copains, comme ça, à se retrouver à dîner chez les uns ou chez les autres. Paul était mon aîné, mais nous nous aimions beaucoup. Et cependant que Benoît de Route commençait à provigner ces terres du féminisme, qui est devenu après une grande jardinière, une grande papesse, comment dire, un très bon auteur. Alors Benoît nous laissait nous amuser à jouer aux cartes avec nos copains, et Paul me dit un jour, j'ai écrit ce livre, mon éditeur de Noël l'a proposé partout à des producteurs, personne n'en veut, donc on ne peut pas faire de film, est-ce que vous accepteriez d'en faire une adaptation pour pas d'argent? Alors voilà, je vous remercie pour votre proposition, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'aime beaucoup votre livre, et puis il me dit, mais en revanche, vous viendrez passer, si vous voulez bien, 15 jours ou 3 semaines dans ma maison en Bretagne, un petit pays qui s'appelle Carcani, où je suis allé. J'étais un peu amoureux d'une de ses filles en même temps, alors tout s'arrangeait. Et j'ai écrit un premier traitement que j'ai porté à Claude Sautet, en lui disant, vous connaissez tout le monde dans le cinéma, moi je connais personne. Et Claude, à l'époque, avait dit, je ne fais plus de cinéma, parce qu'il avait eu une très mauvaise expérience avec son deuxième film. Il avait fait un premier film avec Belmondo et Lino Ventura, qui s'appelait Classe Touriste, un policier excellent, en noir et blanc. Il en avait fait un autre qui s'appelait L'arme à gauche. Alors ça s'était beaucoup moins bien passé avec Lino, parce que le producteur l'avait plus ou moins laissé tomber
à la moitié ou aux 2/3, enfin laissé tomber, il était resté là en disant je ne peux plus payer personne, j'ai plus d'argent. Alors Claude en avait gardé un souvenir très amer, il avait décidé d'abandonner le cinéma, et à ce moment-là, il avait trouvé une autre activité qu'il jugeait aussi intéressante que le cinéma, à l'écouter, c'était de repeindre des appartements avec son beau-frère. Oh, tu peux pas savoir, c'est merveilleux, on est bien, on est tranquille, on va au bistrot à midi, quand on débouche, on débraye le bonheur, on n'est pas emmerdé par tous ces producteurs et tout ça. Alors, je lui ai dit, quand même, on attendait quand même un autre devenir de toi, quand même. Alors, parce qu'on va s'emmerder, etc. Alors je lui demande de me faire le cadeau de lire mes 80 pages d'adaptation des choses de la vie, pour qu'il me dirige vers un de ses copains metteurs en scène, pour dire vous le présentez à un tel et à un tel. Parce que ça avait été refusé déjà par Schendorf et par mon cher Alain Cavalier, qui après m'a dit tu sais, j'ai mal vu, je regrette. Je comprends tout à fait, on fait tous des erreurs de ce genre, on refuse des choses dont on s'aperçoit après qu'elles étaient intéressantes, voire très intéressantes. Heureusement, nous avons le droit à l'erreur. Parce que moi je réclame toujours. Ah, Claude, lis ça, c'est pas qu'il le lit, il le donne à lire à sa femme, j'ai appris après, mais mes 80 pages, c'était un samedi, je lissais ça sous son paillasson, il habitait avenue des Gobelins à Paris, et pour qu'il n'y avait pas de code pour entrer dans les maisons, et il avait donné ça à sa femme, Anziela, pour qu'elle le lise. Et elle lui avait dit, avec son charmant accent qu'elle avait, Claude, il faut absolument tu le lises toi, parce que c'est peut-être intéressant pour toi, t'as beau dire que tu ne veux plus faire le cinéma. Et le lundi matin, c'est un coup de téléphone inoubliable de mon Claude Sautet, qui me dit je veux refaire le cinéma et je vais le faire avec ce film. C'est ainsi que nous avons, j'en arrive à ma réponse, que j'ai commencé au cinéma, vraiment commencé, avant j'ai fait des petites choses, mais là j'ai vraiment commencé scénario et dialogue avec Claude Sautet. Nous n'étions pas au bout de nos peines, c'était déjà quelque chose de se rencontrer, c'était bien précieux, et ça a occupé une grande partie de notre vie après. Mais après, alors là j'ai écrit le scénario définitif, en présence tous les 4 jours ou 5 jours de mon metteur en scène. Et quand il a été terminé, le scénario, on a essuyé un nombre de refus d'acteurs absolument incroyable. Le nombre de râteaux qu'on s'est pris avec notre scénario, et certains, à nouveau, Claude Ronchenet, plus que Ronchenet, parce que ses meilleurs amis, Lino, avec qui il avait fait ses 2 premiers films, on n'en a pas voulu. Montand, on n'en a pas voulu. Pour le rôle de la femme, notre chère Annie Girardot, on n'en a pas voulu. Je ne sais plus encore qui. Tout le monde nous refusait les 2 rôles. On pardonnait tous mal pour faire. Il dit non, attends, j'ai vu des rushs. On appelait les rushs à l'époque, c'était les premières épreuves des vivantes filmées des films qui se tournaient la veille, on les voyait en studio pour faire ce que les techniciens appellent du choix. Et il dit j'ai vu les rushs, la ville de Doré qui s'appelle La Piscine, avec Delon, elle est formidable, Alors, je lui fais confiance, et puis je trouvais que c'était une belle femme. Je ne savais pas comme actrice comment elle pouvait être en dehors de Sissi Impératrice. C'est après que j'ai découvert pendant une longue époque de ma vie, et de la sienne, quelle très grande actrice, très grande artiste Romy était. Et la même chose pour le rôle de l'homme. Comme tous nos amis acteurs, on disait pas bankable heureusement à l'époque, mais sur qui les producteurs et diffuseurs acceptaient d'investir, nous refusaient le rôle. Alors là, c'était moi qui avais eu l'idée de dire, il y a Michel Piccoli, je ne sais pas si tu l'as vu dans le Don Juan, tourné à la télévision en noir et blanc par Marcel Duval, avec Claude Brasseur en Sganarelle. Il est absolument admirable, il a une finesse, une profondeur, une voix, une élégance, etc. Et nous voilà partis, c'est ainsi notre quatuor, Claude Sautet, votre serviteur, Romy et Michel Piccoli, nous avons fait un certain nombre de films ensemble. Et là, à partir de ce moment-là,
j'étais dans le cinéma, mon cher Laurent. Et vous avez tenu bon, parce que c'est pas facile d'avoir un traitement refusé par tout le monde. Bah non, mais ça fait partie de notre vie, ça arrive aussi pour les chansons, ça arrive pour les pièces, ça arrive pour tout. C'est le droit de chacun et chacune de refuser, de n'avoir pas envie, de se, comme ils disent quelquefois poliment, de ne pas se voir dans le rôle. Vous voyez? Et là, j'aurais fait un peu une petite interruption avec votre permission. Je voudrais savoir qui vous êtes, vous. À qui je parle, là? Alors, est-ce que quelqu'un qui n'a pas voulu venir vous asseoir près de nous, même de loin, dites-moi d'où vous venez. Alors, les plus jeunes, c'est les élèves. Ah mais répondez pas, alors passez pour les faire parler. Je n'avais pas osé proposer le rôle à Isabelle, à Janie, parce que j'avais écrit pour elle La Gifle, et je me disais, bon, elle ne voudra pas recommencer tout de suite, on cherchait une Clara, et puis les producteurs avaient mis une annonce, Bureau, je crois que c'est dans un journal comme François à l'époque. Voilà, nous cherchons Beaumont, on cherche une actrice qui ressemble à Isabelle Adjani pour le dernier film, c'est le prochain film, et elle a téléphoné au producteur qui s'appelait Alain Poiret en lui disant, Alain, dites à Jean-Loup que jusqu'à présent, la fille qui ressemble le plus à Isabelle Adjani, c'est moi. C'était très gentil, et elle a accepté le rôle, qui est un, puisque vous me faites l'honneur d'en parler, un rôle un peu à éclipse, hein, c'est pas un rôle principal, encore que ce soit le sujet principal. Ouais, parce que l'heure tourne et puis je suppose qu'ils ont aussi s'exprimer, peut-être qu'il y a des questions. Alors, moi, ce que je voulais éventuellement proposer comme question, c'était le fil d'intersection qu'il pouvait y avoir dans l'écriture, entre l'écriture des chansons et du cinéma. Alors, j'ai vu plusieurs combinaisons possibles. D'abord, il y a dans ce que Jean-Joseph a dit, a produit, il y a les chansons de films, du type la chanson d'Hélène, qui n'est pas entendue dans le film. J'en ai écrit peu, hein. Oui, mais justement, donc, il y a ce type de chanson, il y a Ça n'arrive qu'aux autres, qui est avec nature. Un film que je n'avais pas écrit, moi, Voilà. mais Nadine Trintignant, qui commençait, avait demandé la musique à Michel Polnareff, c'est Michel Polnareff qui a fait toute la musique du film, et comme j'écrivais des chansons avec et pour Michel, ils m'ont demandé tous les deux, ce qui était peut-être un des sujets, si ce n'est le sujet le plus difficile auquel je me suis confronté dans ma vie. D'habitude, c'est moi qui choisis je tente ma chance. Mes interprètes me disent, lance-toi, puis on verra. Jamais, aucun d'entre eux, d'aucune génération, ne m'a donné de consignes. Écris-moi une chanson sur Valenciennes, ce qui serait très joli, parce qu'il y a des rimes magnifiques à Valenciennes. Seul... C'est vrai. Des rimes à l'ancienne. Et oui. Et seul Jenny un jour m'avait dit vaguement j'aimerais un jour que tu écrives un texte sur mes racines italiennes, etc. Quelques temps après, j'ai écrit l'italien. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Mais là, ce qui était difficile, c'est qu'il fallait que j'écrive une chanson qui fasse allusion, évidemment, sur la pointe des mots, comme on dirait sur la pointe des pieds, très indirectement, au thème du film. Or, comme le thème du film, c'est un couple qui perd un enfant, un bébé, en bas âge, toute l'histoire, c'est l'histoire de Nadine Trintignant et Jean-Louis Trintignant à l'époque. Le film était joué donc par Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni, mes chers interprètes aussi au cinéma, pour d'autres choses. Là, c'était assez difficile. Je veux dire que je ne voulais pas refuser, je ne voulais pas me dégonfler pour écrire une chanson. Les musiciens vont me dire, vous avez dû écouter Malheur à propos des enfants morts, mais c'était très difficile. Alors, je me suis servi de cette image de l'oiseau, un oiseau de plus, un oiseau de moins, tu sais la différence, c'est le chagrin. Et ça a été très, très difficile. La musique était préexistante ? Oui, bien sûr, la musique était de Michel, la musique était dans le film. Donc, voilà. Ça a été écrit après le... Voilà, après, oui. Et la chanson d'Hélène, vous l'avez écrite aussi après sur la musique ? Également après, parce que c'est Claude Sautet qui m'avait dit que Philippe Sard, le musicien du film,
le musicien, le compositeur de tous les films de Claude Sautet d'ailleurs, lui avait dit « Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas une chanson », le film était depuis longtemps sur les écrans, comme on dit, et moi j'avais dit « Ça serait formidable de faire chanter Romy », mais elle n'avait jamais chanté. Et elle avait très peur, mais Claude Sautet avait beaucoup de séduction, il avait un vrai pouvoir sur ces artistes, et notamment, en l'occurrence, sur Romy, malgré leur querelle spectaculaire, et il l'a convaincu d'essayer. Et c'est pour ça qu'on a ce document, je ne sais pas qui a filmé ça, c'est pas Claude en tout cas, quand on la voit chanter, qui donne une émotion exceptionnelle, on la voit chanter, moi j'étais derrière la caméra, puis je lui faisais le lipping, comme on dit bêtement, comme ça, c'est pour ça qu'elle chante avec application. Ce soir, nous sommes 7 ans, et ensemble, tu ne m'aimes plus. Et cette façon très très en danger qu'elle a d'interpréter sur cette musique, cette mélodie simple, qui est une très jolie mélodie, avant l'intervention épicolique qui fait une intervention parlée, ça confère une émotion. Cette émotion vient évidemment la profonde émotion qui était comme un feu en elle, en Romy, tout le temps dans la vie, c'était quelquefois d'ailleurs difficile, parce qu'elle prenait feu pour rien, dans un déjeuner ou un dîner, et tout ça, bon, il fallait faire attention, et pour éteindre le feu, c'est ça plus dur. Mais quand elle jouait, c'était important, parce qu'elle contenait cette brûlure, cette incandescence, et contenir cette incandescence donnait cette émotion incroyable qui perlait sur l'image, sur son visage, sur sa voix, et c'est ce que ça a donné à cette chanson qui a été faite en 2 prises d'ailleurs, hein, parce qu'elle n'aurait pas voulu en faire plus, et puis c'était bien comme ça. Voilà. Mais à ce moment-là, on se croyait le bien, on ne se doutait pas du tout que la chanson laisserait une trace et que ça serait une chanson dont on nous parlerait tant. Puis Romy n'était pas du tout inscrite dans le monde de la chanson. Évidemment, moi j'ai même été étonné un jour d'apprendre qu'il y avait un disque, dont je ne suis pas sûr qu'on l'ait à la maison, je l'espère, mais c'était pas une chanteuse, vous voyez. Et le charme pète. Ah oui, sa profonde émotion, voilà. Elle était vraiment unique, hein. C'était Romy, voilà. Et alors, il y a d'autres cas où vous avez écrit des chansons de films et où à chaque fois, est-ce qu'elles ont été écrites à chaque fois après, la trame du film est évoquée sans que tout soit dévoilé? Je pense à J'ai épousé une ombre aussi. Oui, ben voilà, c'est la trame du film sans raconter le scénario. Évidemment, ça s'est réussi. C'est écrit après coup dans ces cas-là. Oui, c'est Nathalie Baye qui son histoire d'amour avec Johnny à l'époque. Et quand elle a eu du succès avec ce film, J'ai posé du nom, elle a dit à Johnny, ça serait bien qu'il y ait une chanson, on pourrait demander à Jean-Loup qu'il y ait une chanson. Ça s'est passé comme ça, et j'ai juste gardé J'ai posé une ombre. Il était formidable, comme toujours. Mais je ne me rappelle plus ce que je racontais dans les paroles de la chanson. Ça joue sur l'absence et les silences qui sont des... Ah bah voilà. Quelque chose que j'ai en essayant d'écouter un maximum de chansons dont vous avez écrit les paroles, ce qui m'a frappé comme continuité en sourdine derrière la diversité manifeste, parce qu'avec des interprètes aussi différents, des sujets aussi différents, des compositeurs aussi différents, il y a de la diversité, c'est cette expression que vous avez dans l'assassin assassiné, chanter un silence. Et d'une certaine façon, presque toutes vos chansons, ce que j'y entends en sourdine, c'est je ne sais pas, je ne sais plus. Chanter un silence, chanter une absence. Est-ce que c'est conscient de cette façon de travailler sur ce qui n'est pas dit derrière le mouvement commun? Oui, voilà. C'est-à-dire que dans mes pièces ou dans mes scénarios de films, je dirais presque, ça a l'air d'être un peu
un effet d'auteur qui dit ça à l'oral, je dirais presque que les silences sont aussi importants, enfin pour moi, quand j'écris, sont aussi importants que les dialogues. Vous savez, les dialogues, on vous complimente souvent quand on veut vous faire plaisir. Sur les dialogues d'un film que vous avez écrit. Mais un film, c'est au bas mot 6 ou 7 mois de ce que j'appelle le travail debout, où on marche seul ou avec son metteur en scène pour bâtir l'histoire entre quelques murs, moi je tends des grandes feuilles de papier à dessin que je punaise. Ma femme va me chercher mon matériel chez des marchands de matériel pour peintre et dessinateur. Et puis au feutre de couleur, je commence à dessiner un squelette, une approche de l'histoire. Mais je n'écris rien. On parle avec le metteur en scène, que ce soit une comédie ou un film qui n'est pas une comédie. On parle, on discute de notre histoire. Ce qui est bien, c'est qu'on a sous les yeux l'ébauche de ce que ça peut donner. Je me rappelle quand on a fait Le Sauvage avec Jean-Paul Rapneau, ça a duré 8 mois ce travail debout. Alors quelquefois c'est dans la rue, quelquefois au bord d'une plage, sur un quai, ou dans un voyage, dans le train, mais très souvent dans une pièce. Et on se joue, on se raconte des scènes, et puis on voit bien. On n'a pas toujours la chance de trouver évidemment, mais on voit bien où ça flanche, où c'est un peu, ça descend un peu. Ce que j'écris toujours, je ne sais pas comment on appelle ça, les dessinateurs, là c'est pas la sinusoïde, comment ça s'appelle, le trait, comme ça, voilà la courbe, et avec les éléments principaux. Alors on voit bien à certains moments où, pendant un certain temps, il ne se passe rien de vraiment intéressant, et que ça risque d'être simplement bavard. Et un jour, alors là, il faut que l'auteur se mette à sa table, que le metteur en scène aille en fumer une dehors, le plus souvent possible, et l'auteur écrit page 1, page 2, c'est très scolaire, hein. C'est là qu'on en revient à chambre Barbara, intérieur jour, elle réfléchit. Alors, les silences viennent là, parce que moi, pour les pièces comme pour les films, j'utilise beaucoup de didascalie, c'est-à-dire ces indications de ce qui se passe pendant les silences. Et des metteurs en scène comme Claude Sautet, par exemple, me les réclamaient beaucoup. Ça ne voulait pas dire qu'ils allaient obéir au scénario après, mais ils en avaient besoin pour s'inspirer et inspirer l'équipe. Je me rappelle, je crois que c'est dans Max et les Ferrailleurs, il y avait un plan où l'odieux Michel Piccoli quittait la belle Romy Schneider, elle restait seule chez elle, elle le regardait partir, et moi j'écris son dernier regard en 3 plans. Elle l'accompagne du regard, elle baisse à demi les yeux, et elle ferme les yeux. C'est les 3 plans. Alors, au départ, je n'avais pas écrit comme ça, c'est ce silence-là. Mais c'est Claude qui m'avait dit « décris-la, décris-la, décris-la ». Je ne sais pas ce que j'en fais à l'arrivée, mais c'est important pour l'actrice, c'est important pour le chef opérateur, c'est important pour toute l'équipe. Comme dans un genre différent, dans Le Sauvage, pour ceux qui l'ont vu, ou celles qui l'ont vu, il y a un moment où Montand fabrique un jardin extraordinaire, miraculeux, avec des tomates comme ça, des légumes, des fruits, des fleurs, enfin on est en plein rêve, un jardin de paradis, et j'avais sur 2 pages, j'avais décrit totalement le jardin. Totalement. Alors, il en est resté ce qu'il en est resté, mais Jean-Paul tenait beaucoup à ce récit, c'est du travail en plus, hein, parce que c'est bien plus facile de mettre, en effet, un intérieur bistrot Valenciennes, 2 copains parlent, et d'engager son dialogue comme ça. Je me rappelle Francis Weber, il m'a dit « Jean, tu vas t'embêter à tout mettre tes détails, là, tout ça. De toute façon, ils n'en ont rien à faire. » Moi, je dis « C'est pas vrai. » Donc, il y a une grosse souvent. Et puis, ça les inspire. « Ouais, non, tu refais ton dialogue. » Chacun sa manière. Hein. Mais les silences, vous voyez, le dialogue, c'est vrai, c'est très important. Mais, s'agissant du théâtre, par exemple, vous n'auriez pas l'idée, après une représentation, d'aller dans la loge d'un acteur ou d'une comédienne que vous connaissez et de faire toc-toc, entrer et lui dire «
oh là là, est-ce que tu étais bien maquillé? Ça serait comme une claque d'entendre ça après toute une représentation. Ben, le dialogue est aux auteurs ce que le maquillage est aux acteurs. C'est indispensable, c'est indispensable, mais c'est le travail d'après, c'est le travail de la fin. Vous ne devez pas pouvoir, si j'ose déranger ce mot de devoir, écrire votre dialogue si vous n'êtes pas sûr complètement de la situation, des rapports profonds ou explosifs, éphémères, passagers, entre vos 2, 3, 4, 5 personnages. Autrement, c'est de l'écume, vous voyez. D'autant que vous utilisez aussi beaucoup des dialogues décalés, où en réalité, ce qui se passe entre les personnages, c'est quelquefois à côté. Ah oui. Avec mes amis genre Claude Sautet, j'étais gâté, parce que comme il adorait les scènes de bistrot en fumée, avec la buée sur la vitre, la pluie dehors, je n'écrivais pas que le dialogue entre Bruno Kremer et Romy dans une histoire simple, par exemple. J'écris les dialogues de second plan, les choses comme ça, etc. C'est beaucoup de temps. À certains, ça doit paraître inutile à la lecture. Enfin, d'abord, c'est ma manière. Et puis, je sais que les metteurs en scène, même, encore une fois, s'ils ne vont pas tenir compte de la moitié ou des 3/4 de ces fameuses didascalies, de ces fameuses indications, malgré ça, comme disait Claude, ça inspire l'équipe. Ils savent de quoi il s'agit, de quoi on parle, où on est, quel est le caractère, quel est l'esprit du film. Il y a des écritures pour un interprète, et pas simplement avec une musique donnée. Je pense à La rencontre avec Gabin. Est-ce qu'on travaille d'une manière différente? Est-ce que c'est Gabin qui je sais... Mais sans déranger le grand Jean Gabin, rencontre unique dans ma vie, trop courte pour moi évidemment. J'aime bien dire, ma femme qui est là, Jean-Loup, il dit toujours ça, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire, que les acteurs sont les souffleurs des auteurs. J'ai toujours pensé ça, et je considère les chanteurs comme des acteurs. Je leur dis toujours, je pense que quand j'écris pour toi, je te vois pas en studio avec le casque et les techniciens derrière la vitre, je te vois sur scène jouer comme un acteur la chanson avec ton orchestre, tout simplement au piano. Je m'en parle. Et la grande chance qu'on peut avoir, et qu'on n'a pas toujours, surtout maintenant, je parle à un scénariste à mes côtés, vous savez, Laurent, c'est cette chance qu'on a, quelquefois, de savoir pour qui on va écrire. Et il est évident que si vous savez que vous avez Montand et Isabelle Adjani, ou Lino, et je parle parmi les miens, ou aujourd'hui Catherine Fro, non seulement notre musique d'écriture n'est pas la même, bien entendu, mais si j'étais dessinateur, je ne ferais pas le même portrait, selon l'un ou selon l'une ou l'autre, mais c'est qu'il nous inspire. Alors, vous parliez de silence, par exemple, Romy, je me servais beaucoup d'elle pour les silences. Elle avait une façon de faire la tronche qui était inoubliable, pour me mettre mal à l'aise, le Montand ou le Piccoli ou le Kremer qui était le personnage de l'homme, ou les autres. Bon, Lino Ventura, par exemple, quand on avait ce bonheur fou d'écrire pour lui, en plus de séances voyant d'or du travail, on allait au foot ou au rugby ensemble. Je montais chez lui à Saint-Cloud, à Montretout, il faisait les pâtes, comme il disait, et puis on regardait des matchs du Tournoi des 5 Nations, c'était les 5 Nations à l'époque, de rugby ensemble. Il était exactement le même. Quand l'équipe de France déjà déjouait comme ça, qu'est-ce que tu veux? Alors il declinait comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on vienne? Avec des charlots pareils. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est vrai qu'après, me trouvant face à mon papier, à mes crayons de couleur, mes feux de toutes les couleurs, les feuilles de papier canson tendues sur les murs, je pense à mon Lino, dans telle ou telle scène, évidemment, il m'a pénétré dans notre vie, sa voix, lui, ses silences, sa façon d'écouter, sa façon, quand il veut dire quelque chose qui va être désagréable,
de regarder le bout de ses pompes, toujours des super godasses achetées en Angleterre ou en Italie, etc., cirées, lumineuses, on aurait pu se raser dedans, et il regardait pendant un long moment, son front se ridait. Et je vais te dire une chose, Jean-Loup. Je vais dire, chaque fois j'avais envie de lui dire, dis-moi directement, ne dis pas, je vais te dire une chose. Après, je m'en dis un mot, pas, je vais dire une chose. Alors, il avait quelque chose qui était très touchant, Lino, en plus de ça. Je l'aimais comme j'aurais aimé mon père ou mon frère aîné, et il me le rendait bien. C'est que il adorait la langue française, il adorait les objets, la beauté. Il ne cachait pas qu'il était un ancien lutteur, pas catcheur. Mais toute sa vie, il apprenait. Alors, quelquefois, il se lançait, du point de vue de la langue, dans des trucs un petit peu trop difficiles pour lui, comme lorsque vous êtes au ski, qu'il y a une pente, il y a une bosse, où vous dites c'est pour moi celle-là. Et en effet, hop, vous éclatez dessus. Et alors lui, par exemple, je me rappelle un jour où il me dit, je vais dire une chose, il venait de lire un des scénarios que j'ai écrit pour lui, la fin. Je vais te le dire. Et j'en ai pas parlé à Odette, c'était sa femme. J'en ai pas parlé à Odette parce que je voulais en parler à toi d'abord. Il se mettait à dos de dîner, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va sortir de là, hein? Et puis il me dit, et si je t'en parle, ça fait 3 mois que ça m'omnibule. Si j'éclate de rire, il me défigure, là. Mais c'est dur. Tronche à tronche, comme il disait, ça fait 3 mois que ça m'omnibule, tu vois. Bon, tout ça, ça fait que mon temps, connaître mon temps, voir mon temps, même le voir dans les films des autres, le voir chanter admirablement en scène. Quand après vous écrivez pour lui, ben, oui, il est votre souffleur, il vous inspire des mots, il vous inspire des répliques, il vous inspire des situations même. Et ça ne veut pas dire faire ce que faisait la génération qui me précédait, où il y avait des grands auteurs, Simonin, Le Breton, Audiard pour les dialogues, et d'autres, un peu après Pascal Jardin, qui disait en ce moment je fais un Gabin, je fais un Lino, je fais un. Moi avec ma génération, ça a été différent, ce qu'on s'est efforcé de faire, c'est qu'avant nous, par exemple, tous les personnages d'un film, j'exagère un peu, mais c'est pour me faire comprendre, tous les personnages parlaient comme un seul homme qui était l'auteur. D'où le succès de ce diable de Michel qui avait un talent fou, mais qui savait très bien que ça plaisait aux gens, et à son époque. C'est pour ça qu'après, moi, comme j'écrivais de manière tout à fait différente, un jour il a dit à José Arthur à France Inter, dans une façon, ça m'a été répété, ça m'a tellement fait plaisir, par José lui-même. Alors José lui parlait des autres auteurs. Alors il a dit, il y en a qu'un, il parlait comme ça, vous vous rappelez, vous l'avez connu, il parlait comme ça, Michel. Alors il y en a qu'un, alors qui me botte vraiment, c'est le mot d'Abadi, parce que c'est le seul qui m'ait jamais fait les poches. C'est gentil. Et alors, c'est vrai, à son époque, qu'est-ce qui se passait? On sonnait à la porte d'un appartement. La petite soubrette arrivait, elle ouvrait, c'était un télégraphiste. Le télégraphiste, en donnant le télégramme à la petite soubrette, faisait un mot d'auteur, d'Audiard. Elle, en le remerciant, la petite, elle faisait un mot d'auteur. Elle prenait le télégramme, elle le portait à travers l'appartement à madame qui était dans son bain. Madame, en la remerciant, je reconnais l'écriture, ah non, c'est un télégramme de mon ami maître. Elle ouvrait le télégramme, dans le télégramme il y avait un mot d'auteur. Tout le monde parlait comme un seul homme, dans le meilleur c'était comme Audiard. Moi je me suis efforcé, venant après, en grande partie après, et puis d'autres que moi, à ce que un seul homme parle comme tout le monde. Voilà. C'est exactement, sans faire exprès. Et c'est dans mon caractère, dans ce que je voulais. Je voulais accéder, ça n'a pas été simple. Hein. Au début, j'écrivais avec trop de maniérisme, de minauderie de texte, trop de virgules, trop d'adjectifs, trop d'affecterie. Et puis j'ai appris à émonder, élaguer, à couper, pour arriver vers
ce qui pouvait être pour moi le plus simple, que ce soit dans les textes de chansons, de pièces et les dialogues des films. Et d'ailleurs, mes premiers metteurs en scène comme Claude Sautet étaient très militants, si j'ose dire ce mot-là, pour ça. Ils voulaient que les gens parlent d'une manière qui ne soit pas vulgaire. C'est pas parce qu'on est populaire qu'on est vulgaire, mais ils parlaient comme, vous voyez. C'est comme quand des gens pour les chansons me disent « Oh, ma préférence, c'est notre chanson à mon mari et moi. Combien de fois on a dansé là-dessus, on s'est connus là-dessus, parce que c'est... voilà, c'est vrai, c'est une situation... » Bon, c'est pas facile, mais pour répondre à votre question, quand les acteurs, alors même les acteurs qu'on n'est pas sûr d'avoir, vous inspirent, et après on essaie de leur donner des attitudes, des aventures, pas des aventures, justement il faut que les aventures ne soient pas banales, mais des attitudes, des mots, des accents qui soient les mêmes que pour les gens qui vont venir les voir au cinéma. Quand je dis que c'est pas facile, c'est vrai qu'on est très tenté par le mot d'auteur, par exemple. Très tenté. On a envie de faire un peu de vécu, et on dit oh là là là, c'est bien trouvé ça. Mais il faut une discipline, on n'y arrive pas tout le temps. Mais comme dans les chansons, hein, les plus belles, dans le temps de mes parents, quand Charles Trenet écrivait longtemps, après que les poètes ont disparu, leur âme légère court encore dans les rues. Et quand ils sont, par des auteurs, donc des poètes, et quand ils sont à court d'idées, ils font la 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 la, la 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 la. Ça c'est le comble. Je veux dire, il faut être il faut être une étoile pour avoir le culot d'écrire ça. Voilà. Oui, alors pour Gabin, c'était une idée de vous, un dialogue, une commande de vie, maintenant je sais ou... Non, c'était un producteur qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait Denis Bourgeois, qui était allé, je ne sais pas si ça existe toujours, au Midem à Cannes, le festival de la chanson, en quelque sorte, des éditeurs surtout, et il avait acheté une musique irlandaise. Ah, ça je ne sais pas, je ne connaissais pas, non, bravo. Et il avait eu l'idée de faire une chanson parlée pour Jean Gabin. Alors, il y avait un culot fou, pourtant c'était pas un type qui avait l'air d'avoir du culot, c'était un bon bonhomme avec une bedaine comme ça. Moi j'ai vu aller voir Gabin. Bon. Alors il trouve le moyen de rencontrer Jean Gabin sur un tournage à Boulogne, et Gabin lui dit écoutez, et quand j'ai pas chancé depuis 36 ans, du temps de lever l'équipe, autant à l'époque de Johnny Hallyday, on m'attend pas pour chanter des chansons. Oh non. Et avec un culot incroyable, ce producteur que je connaissais à peine dit à Jean, oui mais alors moi, qu'est-ce que je vais dire à Jean-Loup Dabadi qui a écrit les paroles? J'étais au courant de rien. Alors, Gabin dans sa loge avec des petites mains blanches et sa cigarette comme ça. Oh bah alors écoutez, si c'est lui qui a écrit, c'était gentil pour moi, on se connaissait pas, puis il avait dû entendre des chansons que j'écrivais pour Gianni, peut-être, ou ses enfants lui faisaient écouter des chansons. Sa fille Florence et son fils Mathias lui faisaient écouter des chansons, quelquefois. Alors, il dit exactement, il ne dit pas si c'est lui, alors là d'accord, attends, il dit si c'est lui qui a écrit, je veux bien lire. Première marche de l'Himalaya. Il voulait bien lire. Alors, moi j'étais en vacances, je faisais du ski justement, et ce producteur m'appelle, il me raconte cette histoire. Je lui dis, vous êtes gonflé quand même, parce que moi je ne comprends de rien, de quoi j'ai l'air. Et je me suis mis, évidemment, avec la chanson, et j'écris une chanson, c'est drôle parce que vous parlez de dialogue, justement j'écris pas un dialogue, mais une chanson à deux personnages. C'était un grand-père, Jean, qui parlait à un petit garçon, et qui lui, vous voyez, et qui lui disait, quand j'étais petit, comme trois pommes, j'étais comme toi,
Je voulais être un homme. Je disais, je sais, mais tu verras, quand tu auras tes 18 ans, etc. Il lui parlait, il donnait la leçon. Et un jour, je me retrouve à aller porter tout seul mes paroles à Neuilly, dans une belle maison qu'habitait Jean Gabin, avec sa divine femme. Et je n'oublierai jamais ce plan, c'est lui qui m'ouvre la porte. Et il était magnifique dans l'encadrement de la porte, avec sa bâche, comme il disait, sa casquette. J'ai mis ma vache. Un très joli costume prince de Galles, croisé, dans feuille morte. Une cravate de propriétaire de chevaux avec l'épingle, comme ça, et en bas les charentaises. Alors, on voit toujours le plan. En bas les charentaises, il me dit, vous m'excuserez, j'ai mal au nougat. Bon, entrez donc. Alors, j'entre. Je lui donne, il me fait asseoir. Et sa fille Florence lui avait prêté un petit appareil, un petit tourne-disque qu'on appelait la Tépaz, qui permettait de passer des disques comme ça, des petits 45 tours, qui était sur sa cheminée. Alors il prend mes paroles, et puis il se met plus ou moins adroitement le bras du Tépaz sur le disque, on entend la musique. Et il commence à lire ça. C'était manuscrit, moi j'écris encore maintenant tout manuscrit. Après, c'est tapé par telle personne, mais c'était manuscrit. Bon, c'était plié dans ma poche. Je le revois lire ça, puis il replie doucement, puis il me dit, je vais vous dire un truc, Jean-Loup. Ah, c'était une belle leçon. Vous voyez, moi, le public, il veut me voir en gros plan. Je fais surtout du cinéma, je l'avais remarqué. Mais le public, il veut me voir là. Ou là, j'avais envie de lui dire c'est un plan moyen, mais j'ai fermé ma gueule. Je laissais parler. Il veut me voir en gros plan. J'ai rien contre les mômes, hein. J'en ai, ils en ont. J'adore les mômes, mais ils veulent pas me voir avec un autre personnage. Que ça soit un petit garçon. Donc, la chanson, il faut que ça soit sur moi. Je comprends très très bien, là-dessus on voit un coup, on parle de diverses choses. Il me dit du mal du métier, du gouvernement, de tout ça, etc. Enfin bon, puis après il me raccompagne à la porte et je me retrouve chez moi à me remettre au travail et c'est là que j'ai écrit la chanson. Voilà pourquoi, une fois de plus, l'acteur m'inspirait la chanson. J'écris la chanson où il est tout seul et il y a même, je m'en suis aperçu après, je ne l'ai pas fait exprès, dans le deuxième couplet, c'est un plan de cinéma. Parce qu'il dit, il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. C'est un plan de cinéma. C'est le Gabin à sa fenêtre, regardant le monde. Vous voyez, mais j'avais pas fait exprès. Et en plan moyen, voilà. Voilà. Et alors c'était une belle histoire, cette histoire de chanson, parce que moi je ne sais pas à quoi avait pensé l'éditeur. Mais moi-même, je veux dire très humblement, je dis encore aujourd'hui, et Jean Gabin, certainement, il a fait ça pour faire plaisir à ses enfants, qui étaient des grands enfants déjà, d'enregistrer cette chanson, mais on n'y croyait pas du tout. C'était en pleine époque, en pleine époque, ah si, en plein, Johnny, Françoise Hardy avec ses cheveux, etc. et tout. Voilà. Comment? Oui, ou Maïmonde, c'est ça. En tout cas, on était loin de la belle équipe avec Jean Gabin. D'avoir réussi à le remettre devant un micro. Oui, c'est ça. Il est venu, une première fois, il est venu à l'enregistrement. C'est merveilleux, car c'est un jazz, un grand monsieur, pouvait avoir le trac à ce point-là. Le producteur avait loué rue Washington à Paris, près des Champs-Élysées, un studio, à l'entresol du 10 rue Washington. Il y avait un technicien pour faire tourner, le producteur et moi-même. Et Jean Gabin arrive, comme ça, et il dit je suis désolé de vous dire, je ne peux pas chanter, c'est impossible. Hein. J'ai dit au sapin, c'était taxi, j'ai dit au sapin qui m'attendent en double fil, mais je suis venu vous le dire. Il n'aurait même pas fait téléphoner par quelqu'un, il l'est personnellement. Et il nous fait cette chose extraordinaire, c'est parce que j'ai
j'ai une trachéite, il ne faut pas chanter, là, c'est pas possible. Et il nous sort de ça, la poche intérieure de sa veston, vous le croyez ça, une feuille de papier, là c'était pas les paroles de la chanson, en tête le docteur machin interne des hôpitaux, et il y avait, je sous-signais docteur Daniel Peu, certifie que monsieur Jean Gabin, souffrant d'un début d'angine, est dans la capacité de chanter une chanson. On lui dit, monsieur Gabin, vous n'êtes pas obligé de nous apporter quand même un certificat médical. C'est incroyable. Mais c'est incroyable quand on voit tous les autres, à l'époque ou même après. C'est la copine de leur kiné qui appelle pour dire oh, il ne viendra pas parce qu'il est fatigué ou il ne vient pas sans le dire. Mais une telle courtoisie et une telle peur de ne pas être à la hauteur, quel dommage, j'aurais dû, mais j'aurais jamais osé lui dire donnez-moi comme le certificat, tout de même, je serais milliardaire, mais l'histoire ne raconte pas ça. Il est venu, donc, alors, le producteur lui dit, le bourgeois lui dit, écoutez, monsieur Gabin, tous les jours, à partir de 14h, le studio sera à votre disposition, vous venez quand vous voulez, dans un mois, dans un an, comme aurait dit notre grand Jean Racine, vous venez, et puis il est venu 2 jours après, ça marche, tout le truc. Et il y avait dans le studio simplement un piano qui ne servait à rien pour là, et un pupitre pour mettre les paroles de la chanson, et le micro. Alors on lui en redonne, il les avait. Les paroles de la chanson, c'est moi qui vais déplier mes paroles sur le pupitre. Alors avec douceur, il a enlevé les paroles, il est allé les mettre sur le piano, il est revenu derrière le micro, et il a fait la chanson à l'ancienne, de mémoire. Comme ça. Et la chanson que vous avez entendue, c'est la première prise. Le technicien lui a dit, ce qu'ils disent toujours, au cas où il y aurait quelque chose, est-ce que vous voulez bien en faire une deuxième? Il en a fait une deuxième, c'était tout, mais ça n'est pas la deuxième, c'est la première, du premier coup. Ah, c'est un grand souvenir. Ah non, j'ai une chose à vous dire. Ah non, la fin de l'histoire, après je me trouve en vacances. Je me retrouve en vacances dans le Midi, chez les grands-parents de mes fils, et vers 6h du soir, c'était l'époque où il y avait le top 50 d'Europe 1. 6h du soir, le téléphone sonne, la personne qui gardait la maison, monsieur Jalou, venez vite. Je revenais du tennis, je me rappelle, en haut d'un escalier, venez vite, il y a un bonhomme qui dit qu'il est Jean Gabin, il veut vous parler, alors vous passez. Bon, alors je lui dis, mais attendez, Maria, j'arrive, on sait jamais si c'est lui. Et en effet, allô Jean-Loup, c'est Jean, oh, ben Jean, comment allez-vous, etc. Bon. Est-ce que vous recevez, est-ce que vous écoutez le top 50? Alors je dis, bah non, parce qu'à cette époque-là, Europe 1 n'accédait pas, n'avait pas accès au midi de la France. Ben, j'ai dit, Jean, non, on n'a pas Europe 1 ici. Ah, c'est dommage. Parce que si vous aviez écouté tout à l'heure le top 50, figurez-vous que je suis 3e derrière les Pink Floyd et devant Sheila. Ça a été un bonheur pour lui, c'est son âme, je comprends. Fin de l'histoire. La chanson de nous, mais je peux bien parler de mes parents parce que mon père et ma mère m'ont appris à lire et à écrire très tôt. Eux-mêmes étaient très cultivés, beaucoup plus cultivés que je ne le serais jamais dans ma vie. Ils lisaient beaucoup, mon père écrivait très bien, d'ailleurs il écrivait des chansons entre autres choses. Au début pour Maurice Chevalier, pour les frères Jacques, etc. Et pour quelques-uns et quelques-unes. Et on m'a fait faire tout de suite des études de lettres. Quand j'étais chez mes grands-parents, petit, j'allais à Alexandre Notre-Dame de Grenoble, j'ai appris le latin, le grec en même temps que le français. Et dans la famille, on pensait toujours que je ferais une carrière peut-être de professeur, plutôt, vous voyez. Et ça a été toujours sentant bien cela. Mais à propos, ça c'est le terreau. À propos de l'inspiration, vous savez, c'est toujours difficile de répondre avec exactitude avec cette belle question-là, parce que, en tout cas, ce qui est sûr,
c'est que je ne suis jamais autobiographique et même pas hétérobiographique. Je ne m'inspire jamais directement de choses qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à mes proches ou à des gens que je connais. Jamais. Jamais. D'ailleurs, je ne pourrais pas, c'est pas dans mon caractère, hein, je ne blâme pas du tout ceux qui racontent, qui font un film, par exemple, à propos d'un fait divers connu ou à propos de la vie de quelqu'un. Moi, je ne pourrais pas, j'ai toujours besoin d'imaginer, donc c'est un mélange en musique, on dirait un medley des choses de la vie que je peux observer ou observer sans me rendre compte de ce que je les observe. Il me revient quelquefois, quand j'écris, je me dis d'où ça vient, ça, c'est après je repense à quelqu'un que j'ai vu isolé dans un bistrot près de l'Académie française, en train de lire un petit bouquin, en fumant une cigarette, en buvant sa bière, et que j'ai dû me dire à l'époque, qu'est-ce qu'il peut avoir dans sa vie, cet homme-là, à qui pense-t-il, qu'est-ce qu'il aime. Vous voyez, je ne voudrais pas que ça soit outrecuidant ce que je vais dire, mais je me lance. C'est pas moi qui observe les choses, c'est les choses qui m'observent, si j'ose dire. Ils viennent autour de moi, comme ça, et les gens aussi. J'aime beaucoup les salles d'attente. Pas de médecins, mais les salles d'attente de voyage, de train ou d'avion. J'aime beaucoup la rue. J'aime beaucoup, en effet, quand on va avec Véronique, dans un café ou dans un restaurant, les inconnus que je vois autour de moi. Je lis beaucoup de journaux, beaucoup trop, un peu. Françoise Sagan, ça prend trop de temps. J'ai décidé d'y remédier un petit peu, parce qu'avec ça et les chaînes d'information, ça prend trop de temps. Et je devrais être comme Françoise Sagan, qui s'était fait interdire de casino. Je devrais me faire interdire de kiosque, moi, parce que ça me ferait gagner du temps. Et voilà, c'est les choses que je lis, que j'entends, que je vois, et qui souvent viennent à moi, nolens volens, comme ça. Et puis, il y a tout simplement ce qui est l'honneur de l'écrivain, c'est le travail à la table et la recherche. Je ne crois pas à l'oiseau bleu qui vient se poser sur notre épaule. Je ne crois pas à l'inspiration pure et simple. Je crois, c'était Rubinstein, le grand pianiste, qui avait dit, c'est pas joli, dans la phrase c'est pas joli, mais l'idée est belle. Il disait, Dieu nous a donné 10% de talent, d'inspiration, il nous reste 90% de transpiration à exprimer nous-mêmes, à trouver, à exprimer nous-mêmes. Voilà. Est-ce que j'ai à peu près répondu à ce que vous me demandiez? Oui. Oui, Miss. Parmi toutes les chansons que vous avez écrites, c'est laquelle que vous préférez? Parmi les chansons que j'ai écrites ou les chansons des autres? Vous avez écrit. Oui, non, c'est pas un peu. C'est un peu qui tu préfères, ton papa ou ta maman? C'est vrai que j'ai une tendresse pour Femme je vous aime, parce qu'elle exprime beaucoup de choses de Julien et de moi, tous les deux, en amis, comment on se sent et comment on se connaît depuis longtemps. Autrement, il y a certaines chansons, vous savez, qui sont pas connues du tout, et pour lesquelles on a une tendresse, non pas parce qu'elles sont inconnues, mais parce qu'on croit avoir bien travaillé. Avec Julien, on a fait il y a quelques années une chanson qui s'appelle Tant d'amour, Tant T-A-N-T. Et là, Julien avait fait une mélodie de toute beauté. Moi, je me suis pas mal arraché pour mes paroles, et son enregistrement à lui, avec l'orchestration, était, et là, sans se le dire, alors qu'on se dit jamais ça, justement, on pensait dans nos cœurs avoir vraiment une de nos grandes chansons. Et cette chanson, ça c'est le beau mystère de notre métier, même si on en souffre quelquefois, cette chanson a été complètement à l'abri du succès. Les programmateurs des radios ne l'ont pas passée. Quand il a commencé à la chanter en scène, ça faisait 3 belles, comme on dit dans notre métier, et puis les gens avaient hâte qu'il enchaîne sur une autre chanson. Il a changé l'orchestration, changé la façon de la chanter, le nombre de musiciens autour, rien n'y a fait.
Et c'est pourtant une de nos chansons préférées. On se dit, c'est une chanson d'amour. J'aurais tendance à dire c'est ma préférée, mais là ça serait un petit peu quand même excessif, parce que c'est vraiment une chanson, l'enfant, le petit canard, comme ça. Autrement, dans celles qui sont connues, il y a une chanson que j'aime bien, que j'ai écrite pour Sylvie Vartan, qui s'appelle Aimer, qui est faite uniquement avec des verbes. Aimer, blondir, souffrir, etc. Très, très difficile à écrire. Et autrement, oui, c'est ça. Je pourrais peut-être dans les modernes, entre guillemets, s'il fallait absolument m'appuyer le canon froid d'un fusil derrière la nuque, je réponds tout de suite, je crois que je dirais être à France pour Paul Narey. Voilà, c'est ça. Oui, j'aime cette chanson. Je suis très ému quand il la chante. Et ça a été encore une histoire merveilleuse. Il m'a fait porter cette musique par Daniel Philippe Aki, à l'époque où il ne voulait plus jamais remettre les pieds en France. Il me disait tout le temps du mal de la France et des Français. Et un peu par provocation amicale, affective, j'ai écrit cette lettre d'amour à la France, comme si c'était une lettre à une femme. Voilà. Oui, alors voilà, s'il fallait vous répondre, finalement, ça serait celle-là. Tout à l'heure, à propos des choses de la vie, vous disiez que ça n'avait pas été forcément reçu tout de suite par des metteurs en scène. L'euphémisme. Voilà, et que tout le monde a droit à l'erreur. Mais est-ce que vous, il y avait vraiment des projets personnels, enfin d'écriture, que vous avez dû défendre avec obstination, faire preuve d'audace, ou vous avez l'impression qu'en fait, en général, vous avez fait confiance à vos interlocuteurs et que ça s'est passé facilement? Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. En fait, je ne suis pas un auteur qui insiste, ça me démoralise. Je ne peux pas, même quand on me demande de changer une réplique, un mot, un son, je me remets au travail tout de suite, même si je désapprouve cette demande. Je peux très bien me dire il a tort ou elle a tort, c'était bien là où c'était, mais je n'ai jamais le... Je ne peux pas expliquer à un interprète ou un metteur en scène, en général c'est un interprète, je ne peux pas lui dire, lui infliger la double peine, c'est-à-dire, parce que en général les interprètes aiment beaucoup leur auteur, même si c'est un amour passager, et que quelquefois on disparaît de leur vie dès qu'on a fini de tourner un film ou de jouer une pièce ou l'enregistrement d'une chanson. Enfin, c'est le côté douloureux de notre vie, surtout pour quelqu'un de sentimental comme moi, mais ce que j'appelle la double peine, c'est-à-dire l'interprète, ça lui coûte d'avoir pas pour dire qu'il faudrait me changer ce mot-là, mais quelquefois à refuser carrément une chanson, par exemple, ou un rôle dans un film ou dans une pièce, ça lui coûte de le dire, parce qu'il ne veut pas perdre votre affection, parce qu'il vous aime, et qu'il sait qu'il vous fera de la peine. Alors, c'est une peine. La double peine, ça consiste à être obligé de s'expliquer. Si, comme font beaucoup d'auteurs ou de metteurs en scène, et je les désapprouve dans cette démarche, d'expliquer, mais t'as tort, tu te rends pas compte, mais si tu joues ça, ou si tu dis ça, mais en fait c'est incroyable, ça, jamais je ne pourrais faire ça, parce que, en plus, je trouve profondément que les artistes, je dis les artistes de quelque discipline que ce soit, les artistes ont toujours raison, même quand ils ont tort. Parce que un artiste, dans le spectacle notamment, qui va dire à Laurent, bah, j'ai lu ton scénario, cette scène-là par exemple, que Laurent va considérer comme la meilleure scène de son scénario, cette scène, alors là, je ne peux pas la faire, je ne peux pas la dire du tout. Bon, eh bien, s'il dit ça, le comédien, ou si elle dit ça, la comédienne, c'est qu'elle le sent profondément, il le sent profondément dans son ventre, sans pouvoir forcément s'en expliquer. Vous voyez, moi ça m'est arrivé, souvent, ça m'arrivera encore, qu'on me demande de changer quelque chose ou qu'on me refuse quelque chose, mais l'artiste, si vous le refuse, c'est parce qu'il ne se sent pas de l'exprimer, il ne se sent pas de passer de sa personne au personnage. Vous voyez, sans faire la psychanalyse de bazar. C'est qu'il a un blocage ou un refus et on ne peut pas lui expliquer, on ne doit pas lui expliquer qu'il a tort. Parce qu'il a raison quelque part, même s'il ne sait pas le dire. Voilà, c'est ce que je pense.
qui est le plus dur dans l'écriture des chansons? Qu'est-ce qui est le plus dur dans l'écriture des chansons? C'est du début à la fin, c'est dur. Non, c'est quand même de trouver le thème, tu vois. C'est le thème. Je me rappelle, pour Femme, je vous aime, j'ai gardé la musique pendant 6 mois et j'allais la rendre à Julien parce que je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas. Je ne voulais pas lui faire des paroles banales. Toi, je t'aimais, toi, tu m'aimais, dans les vacances, c'est pas digne de nous de faire ça. Il faut trouver quelque chose. Puis un jour, j'allais en voiture chez Claude Sautet. Nous faisions, remis justement le film Une histoire simple. Et là, c'est notre dernier film avec elle et pour elle. Et j'allais en voiture, j'étais sur l'autoroute dans le sud. Il avait une maison à Cogolin, c'est un village au-dessus de Saint-Tropez. Et on descendait de l'autoroute en voiture, il y avait des lacets qui menaient à un pays qui s'appelle la gare Freinet, puis après le bord de la mer, un peu plus loin. Une route en lacet. Et je me rappelle, alors je faisais tourner dans la boîte de la voiture, comme à la maison, dans la salle de bain, comme tout le temps, obsessionnellement la musique de Julien, avec sa voix prononçant les borborigmes derrière, des fausses paroles, ce qu'on appelle du franglais. Et parce que ça m'est arrivé quelquefois, à force d'entendre une musique, tout d'un coup des mots qui vous viennent, pas à tous les coups. Hein. C'est pour ça que je dis c'est dur du début à la fin. Et je me rappelle toujours, dans un virage, je ferai pour reprendre le virage, et je l'entends dans ma tête qui fait femme. Alors je me dis, oh là, femme. Je me dis, la chanson est là, il faut l'inventer, il faut la construire, mais autour de ce mot-là. Voilà. Et là, c'était un coup de chant, venu après beaucoup d'opiniâtreté quand même. C'est très dur. Pour moi, c'est l'exercice le plus difficile, la chanson. À la fois le plus rassurant, parce qu'on a fini plus vite. C'est une telle souffrance d'écrire qu'une chanson, on ne met quand même pas tous les jours, 6 mois, 8 mois, voire 1 an à l'écrire. Ça peut arriver, mais alors votre famille meurt de faim pendant ce temps-là. Il faut bien gagner sa vie. Mais une chanson, qu'elle soit bonne ou pas bonne, qu'elle soit acceptée ou refusée, on arrive à l'imaginaire mot fin plutôt que pour un film ou une pièce. Voilà, c'est pour ça que j'adore écrire les chansons, mais que je sais qu'à chaque fois c'est une souffrance nouvelle. Il y en a pas une qui est 2 fois plus longue que les autres. L'assassin assassiné. Oui. Celle-là, c'est une inspiration personnelle au départ ou c'était pas une demande de... Non, c'était moi qui avait... et c'est drôle, c'est une bonne question, parce que c'est de toutes les chansons que nous avons faites ensemble, que Julien n'écrit jamais de paroles, et moi j'écris pas de musique, c'est la seule que nous avons faite, paroles d'abord, que généralement Julien me donne ses musiques, et puis il me dit, c'est là, il me dit lance-toi, cherche ce que tu veux, puis on verra après, et je cherche mes thèmes, puis j'essaie de les écrire, avec évidemment un succès inégal comme tout le monde, et là c'est parce qu'on avait parlé de ce problème de la peine de mort qui agitait beaucoup la France à ce moment-là. Il venait d'y avoir un sondage, figurez-vous, qui révélait que 67% des Français continuaient à être pour la peine de mort. Et on avait parlé tous les deux, comme ça n'était pas à notre avis. Je dis à Julien, si on faisait une chanson, il s'est fait beaucoup tirer l'oreille, parce que, ce que je comprends, comme il n'était pas un chanteur engagé, il ne voulait pas tout d'un coup. En plus de ça, Michel Sardou venait d'avoir un gros succès avec une chanson qui s'appelle « Je suis pour la peine de mort ». Alors Julien, qui est un grand professionnel, m'a dit, tu te rends compte, si on fait une chanson contre la peine de mort, ça va être le match Sardou-Julien Clerc, ça sera de mauvais goût, évidemment. Mais il me dit, merci pour la patate chaude, il me dit, si vraiment tu le veux, lance-toi, écris les paroles, puis je verrai après. Donc je me lance avec ma chanson. En effet, c'est la plus longue que j'ai jamais écrite, parce que c'est quand même pas un thème qu'on peut traiter comme Bella Ciao Ciao. C'est quand même un peu plus compliqué. Et là, le grand artiste que Julien a frappé une fois de plus, parce que
Je me rappelle, nous habitions à quelques 300-400 mètres l'un de l'autre. Lui, il habitait avec Moumou à l'époque. Et on se voyait tout le temps, quelquefois simplement pour la vie, tout ce que j'aime, et quelquefois pour travailler. Et je lui ai dit, le lendemain matin, j'avais travaillé pour une fois. Moi, je ne suis pas le Speedy Gonzalez de l'écriture, j'avais travaillé assez vite. Peut-être pour me débarrasser, pour m'alléger de cette angoisse. Comment faire, que trouver. J'avais trouvé mon idée. C'est faire pas une chanson, ah c'est bien, c'est mal, de couper la tête des gens, etc. Mais d'imaginer justement un compositeur et un auteur en train de faire une chanson et qui apprennent une exécution le matin même à la santé, ça les bloque, ils ne peuvent pas continuer. Voilà. J'ai trouvé souvent dans mes chansons, ce sont des petits scénarios d'ailleurs. Le petit garçon, c'était un petit scénario, etc. Et il y a des formes incroyables, parce que je lui téléphone, c'est un lève-tôt, Julien, il s'occupe de ses enfants quand ils sont petits, il s'occupe de ses chiens, c'est le seul artiste que je connaisse qui est levé très tôt. Pas moi. Mais ce jour-là, ayant fini la chanson le soir, tard, fini mes paroles, j'avais hâte de les lui montrer, bien entendu. Je lui téléphone des potrons Jacquet, comment on veut dire, le matin, et il était en train de promener sa chienne dans le petit bois du Ranag, là, à côté de chez lui. Il me dit, ah ben, apporte-la moi, apporte-la moi, apporte-la moi. Alors, je fais les quelques 300-400 mètres pour aller le rejoindre dans les bois. Il était là, il faisait froid, c'était un mois de novembre. Il avait son béret, il avait son bonnet en tricot jusque-là. Il était habillé en gris, en noir, il était vilain comme tout. Vraiment, avec sa chienne qui rôdait autour de ses jambes. Et puis, on ne fait pas de commentaires, je lui remets les paroles et je rebrousse chemin. Et à 2h de l'après-midi, vous m'entendez, là il est 10h, à 2h de l'après-midi, il me dit, tu veux venir voir la maison, j'aimerais te jouer quelque chose, enfin, tu vas me dire ton impression, etc. Et j'arrive chez lui, on monte au premier étage, il avait son piano noir, il met les paroles sur son pupitre, comme il fait toujours, les mains sur ses cuisses, et puis tout d'un coup, 3, 4, c'était un soir à la maison, nous voulions faire une chanson d'amour peut-être, et il me chante cette chanson avec cette mélodie, mais sensationnelle, vraiment, quand il part dans les hauts, sans un condamné à mort, c'est son homme, c'en est encore, il est extraordinaire, j'étais bouleversé en l'entendant. Voilà, c'est le seul cas où, en effet, j'ai fait les paroles d'abord pour une chanson qui a été la plus longue dans son texte, mais la plus courte à écrire. Voilà, comme quoi. Oui. Allez, allez-y. Quelle chanson auriez-vous aimé écrire? Quelle chanson auriez-vous aimé écrire? J'aurais bien aimé écrire Le baiser d'Alain Souchon, qui est pour moi la perfection même. La perfection comme idée, comme image, comme texte, comme délicatesse, comme mélodie, comme interprétation. Enfin, avant l'interprétation, écrire la chanson, ça j'aurais adoré l'écrire. Et puis l'autre jour, je pensais, je ne sais plus quelle chanson, mais ça c'est pour moi c'est la perfection, c'est le baiser, c'est la perfection. Autrement, avec le temps, sûrement, la chanson de Ferré. Parce que chaque fois que je l'écoute, je pleure, je dis c'est bon signe. C'est dommage que ce soit pas moi qui l'écris, c'est magnifique. C'est magnifique, même quand c'est chanté par Dalida, alors vous vous rendez compte, franchement, même. Mais oui, qu'elle chantait quand je suis très ingrat, bien sûr, mais je pense qu'elle n'a pas fait tellement attention à l'auteur des paroles, et moi je l'ai appris, après c'était une affaire de production de cinéma, on n'a pas fait ça dans une ambiance artistique sentimentale et affectueuse de la mais elle l'a fait très très bien. Comme disent les footballeurs, elle a fait le job très bien. Merci. Moi, j'ai deux questions courtes. Dans le livre où votre épouse vous questionne, elle vous pose une question et puis vous lui rétorquez « ça c'est bien une question de femme » et elle vous renvoie dans vos buts en vous disant « ça c'est bien une réflexion d'homme que de dire que c'est une question de femme ». C'est dans le livre de conversation avec votre épouse. Qui est derrière vous là-bas, oui. Et, c'est elle qui me dit. vous lui dites ce que tu viens de me dire, c'est bien une question de femme. Et elle vous renvoie dans vos buts en vous disant
Tu sais, Jean-Louis, ça c'est bien une réflexion d'homme que de dire que c'est une question de femme. Ah, c'est bien dit, pas mal. Mais plus largement, je voulais savoir si c'était aussi difficile pour vous d'écrire des rôles féminins que masculins. Parce que Truffaut, par exemple, disait qu'il se refusait à écrire des scénarios de femmes parce qu'il n'en était pas une. Ah bon? François disait ça? Ah bon? Ah non, moi j'adore écrire des rôles de femmes, au contraire. Et bizarrement, pour la chanson, ce n'est pas le cas. J'ai écrit très peu de chansons pour les femmes. Bizarrement, je trouve que l'émotion est... Enfin, je sais pas, je trouve mon émotion plus dans les personnages de voix et les personnages d'hommes. Je sais pas, je vois une chanson, je sais pas, pour la comédie de la conversation, une chanson comme Ma préférence, par exemple, je trouve que sa beauté, c'est que ce soit un bel homme comme Julien qui la chante, et la meilleure des artistes féminines qui chanterait Ma préférence, il serait possible, à propos d'un garçon, ça n'aurait pas la même émotion, je crois. Mais j'adore écrire les rôles de femmes. Et j'espère bien continuer. J'ai écrit pour pratiquement toutes nos actrices françaises, Isabelle Adjani, à Catherine Deneuve, en passant par Nicole Garcia, Miu Miu, Marlène Jobert, j'ai l'air de me vanter en citant mon palmarès, et c'est pour vous dire que j'ai même quelquefois écrit des films, d'accord avec le metteur en scène, bien sûr, et la production, on n'existe pas, pour des femmes. Et attention, une femme peut en cacher une autre pour Miu Miu, uniquement parce que c'est elle. Encore une fois, les acteurs sont les souffleurs des auteurs. Et César et Rosalie, que j'avais commencé à écrire pour Catherine Deneuve, figurez-vous, c'était elle qui devait avoir le rôle. Et puis elle s'est trouvée enceinte au milieu de mon écriture, si j'ose dire, et en catastrophe, si j'ose dire, c'est une belle catastrophe. Nous avons cherché une actrice, alors qu'on venait déjà de faire Les choses de la vie et Max et les Ferrailleurs avec Romy. Et Martin Toulon était en train de déjeuner ensemble dans un restaurant, Claude et moi, et il me dit, alors on va pas encore lui dire, on va nous dire, ils sont pas capables de faire un film sans Romy Schneider. Et je me rappelle, moi qui ai plutôt l'esprit d'escalier dans ce genre de débat, j'ai eu une bonne idée, je lui ai dit, écoute, non, je pense que ce qui est important, c'est que le film soit bon. Si le film est bon, tout le monde s'en foutra de savoir qu'on reprend Romy pour la 3e fois ou la 17e. Et là, il me vient de lui dire, regarde Bergman, il fait tous ses films avec Liv Ullmann et avec sa femme, là, son ex-femme. Non, c'était Liv Ullmann, Ingrid Tuline, c'est ça? Voilà. Et voilà, non, j'aime beaucoup écrire pour les femmes. Une histoire simple, c'est qu'une histoire de femme. Hein. C'est Romy et d'autres comédiennes, et puis le grand Bruno Kremer. Moi, ça me plaît au contraire énormément. C'est toujours des femmes, c'est généralement des femmes qui contestent leurs hommes. C'est une conversation. Et mon autre question, c'est que j'ai remarqué que dans 3 des films que vous avez écrits, César et Rosalie, Nous irons tous au paradis ou Clara et les Chic-Types, les 3 films se terminent à chaque fois sur des images gelées. Les images fixes. Alors, est-ce que c'est un hasard de mise en scène des 3 réalisateurs différents, ou est-ce que c'est votre manière non, de c'est voir... écrit, oui. Ou est-ce que c'est votre manière de voir la vie? Bon, je dirais pas que c'est ma manière, mais c'est vrai que moi je n'aime pas qu'il y ait de fin dans mes histoires, parce que je considère toujours que la vie des personnages continue. Quand on rentre chez nous, en métro, en voiture, et qu'on rentre chez soi, les personnages continuent à vivre. Alors ça me plaît assez, que ça soit systématique, et puis quelquefois ça s'y prête bien. Pendant Vincent, François, Paul et les autres, c'est beau parce que ces hommes d'un certain âge, à qui il est arrivé déjà pas mal d'aventures que nous racontons dans le film, ils traversent un boulevard au milieu de la circulation et tout ça, et dans les clous, montant, dont la femme Stéphane Audran est partie, tout le public, nous le savons, et lui il espère encore, on sait qu'elle vit en Allemagne, et lui, il espère toujours, et il dit, ils sont tous dans le passage clouté, là, Depardieu, Gianni, Piccoli, Montand, je ne sais pas où ils vont, d'où ils viennent, où ils vont, bon, bref. Et Yves, Montand, Vincent, dit, et n'empêche que Catherine, et peut-être, il dit, en l'air, ses copains derrière, et peut-être qu'elle va revenir, hein, on ne sait jamais avec la vie. Et là, je me suis dit, ça serait beau d'arrêter sur avec la vie,
sur ce grand acteur et sa main en l'air et ses amis autour. Oui, là c'est carrément scénaristique. Pour César et Rosalie, c'était pour laisser une question pour qui revient-elle. Moi j'ai mon avis, elle revient pour mon temps. Bon. Et pour Clara, je vais vous dire, je m'en souviens pas. Que c'était une image fixe aussi. C'est après les miroirs déformants, les manèges et ça. Oui. Oh, vous êtes un bon spectateur. Hein. Faut qu'on se revoie.